Bonsoir, docteur Noël. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Et c'est un plaisir de discuter et pratiquement de la pandémie du coronavirus en Haïti. Docteur, pour commencer, est-ce que vous êtes d'avis que on n'a pas encore atteint le pic, que le pic est encore à venir et que les choses iront plus mal avant d'aller mieux? Et je dirais justement que entre la fin du mois de mai et la troisième semaine du mois de juin, on a réellement atteint le pic de la maladie. On est même resté en plateau. On a pu remarquer qu'en définitive, il y a pendant environ 2 semaines, et les cas confirmés s'élevaient à plus de 200 à chaque fois qu'on donnait des bulletins. Et puis par la suite, il y a eu une décroissance à partir de la 4e semaine du mois de juin, ce qui laisse supposer que pendant les 3 premières semaines du mois de juin, on était au niveau du pic. Mais cependant, avec les mesures qui ont été prises par la suite, surtout l'ouverture de l'aéroport, il y a des risques maintenant pour qu'on se retrouve avec une autre augmentation de cas, parce que justement, 80% des vols qui arrivent en Haïti et 80% des vols qui sortent d'Haïti passent par une plaque tournante qui est l'aéroport international de Miami. Or, nous voyons actuellement Miami, c'est l'épicentre de la pathologie. Et que nous risquons d'avoir ce qu'on appellerait une seconde vague très rapidement si des mesures ne sont pas prises. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. D'ailleurs, j'allais vous demander quel est l'impact de la réouverture des aéroports sur là. On a constaté une légère augmentation. Le taux de létalité est passé de 1,8 à 2 suite à l'ouverture des aéroports. C'est bien ça? Oui, bon, la première chose qu'on a pu remarquer, c'est une augmentation rapide et du nombre de cas importés. Et pendant longtemps, on était autour de la quarantaine, on a atteint une 60aine de cas importés, mais depuis environ 2 semaines, avec l'ouverture de l'aéroport, on est déjà à 106 cas importés. Donc, ce qui laisse supposer est que le risque de voir davantage de cas reste et demeure. Mm-hmm. Oui, parce que finalement, il y a 2 points d'entrée qui viennent de pays où le virus fait beaucoup de bruit, que vous l'avez signalé. Miami est la plaque tournante et Miami aujourd'hui est dans un état presque catastrophique, comme toute la Floride. Et d'un autre côté, vous avez la frontière dominicaine et les Dominicains ont été infiniment plus touchés que nous. Donc, il y a 2 points d'entrée qui risquent donc d'aggraver la situation en Haïti dans les semaines qui viennent. Bon, on parle de 2 points d'entrée. Et nous avons également des ressortissants dans le sud de l'Amérique, particulièrement au Brésil et au Chili, également en Argentine. Actuellement, nous sommes dans ce que nous appelons l'hiver austral. Donc, et on sait très très bien que le coronavirus passe mieux quand il y a quand on est en territoire tempéré et que les risques restent et demeurent que des ressortissants haïtiens revenant du Chili et du Brésil, encore de l'Argentine, et viennent en Haïti, soit en situation asymptomatique, ou bien et arrivent et développent la maladie et dans peu de jours après. Donc, on parle beaucoup de Miami, mais nous avons également des ressortissants qui viennent de la cône inférieure de l'Amérique du Sud, particulièrement du Brésil, du Chili et de l'Argentine. Actuellement, on a remarqué une augmentation également de cas dans ces pays-là.
Oui, le Brésil et le Chili sont en train de souffrir énormément maintenant. Bon, alors concrètement, docteur Noël, maintenant qu'on sait quelle est l'origine de ce qu'on appelle les cas importés, l'aéroport, quelles sont les mesures particulières qu'il faudrait prendre, disons surtout au niveau de l'aéroport international? Et au niveau de l'aéroport international, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher à des Haïtiens qui reviennent de l'extérieur d'entrer chez eux. Absolument. Mais et ce serait particulièrement la mise en quarantaine, et on dirait plutôt la mise en quarantaine qui serait la plus intéressante pour ces gens qui viennent d'arriver et dont on ne connaît pas pratiquement les contacts qu'ils ont eus à l'extérieur. Les informations que nous avons, c'est qu'on prend la température à l'entrée et on n'est pas complètement satisfait de la distanciation sociale, de la manière dont on a vu les gens dans les lits. Donc, ça n'a pas été réellement, et je pourrais dire, mise en place. Ensuite, c'est la mise en quarantaine qu'on devrait faire pour ces gens-là pendant 14 jours et ainsi nous assurer qu'en définitive, et s'ils ont été contaminés et entre-temps, ils feront la maladie et on pourra assurer la prise en charge. Et si ce n'est pas le cas, ils pourront vaquer et ils pourront ainsi vaquer comme ils veulent pour réaliser ce dont ils sont venus faire dans le pays. Mais on doit réellement faire quelque chose parce que nous savons très très bien dans la culture haïtienne, quand quelqu'un revient d'ailleurs, tout le monde va voir cette personne. Absolument. Et le risque de contamination est réellement élevé si cette personne-là est contaminée. Mais ce sera une quatorzaine sous surveillance médicale en milieu hospitalier à la charge de l'État ou ce serait une quatorzaine, disons, à domicile? Et on pourrait, et tout le problème est une affaire de conscientisation, de sensibilisation. Placer quelqu'un qui est en quatorzaine chez lui et qui prend tous les précautions, qui est informé de sa situation, et qui partage les informations avec les autorités, et donc ce serait le mieux. Parce que ce sera difficile, avec les moyens que nous avons, de pouvoir placer ces gens-là en un endroit bien spécifique, parce que ça aura un coût. Très bien. Bon, j'entendais, enfin, on a entendu la ministre de la Santé, le docteur Greta Roy, hier annoncer qu'il y avait un certain nombre d'appareils qui étaient rentrés et qu'ils avaient surtout diversifié les centres de tests. Il y en avait dans plusieurs départements et il y en aura d'autres. Il y en a même un à La Gonave, si j'ai bien entendu. J'imagine que vous approuvez tout à fait cette mesure. Bon, moi, ce que je dirais, est dans la phase où l'on est, et c'est pas la multiplication des centres qui va apporter réellement des résultats. C'est plutôt avoir des centres qui sont véritablement performants et mettre en place un bon système de référence et de contre-référence permettant, une fois que la personne a été testée positive et que la personne a présenté des signes de gravité, et que l'on puisse rapidement en réaliser la prise en charge. Parce qu'on peut avoir plein de centres, mais pas à l'efficacité dont on souhaiterait. Et dans un pays où on a très peu de moyens et de grandes possibilités, ce serait mieux et d'avoir beaucoup moins de centres, mais très bien équipés, de pouvoir faire la prise en charge dans des conditions optimales. Dites-moi, docteur Noël, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le coronavirus qui nous a attaqués faisait partie de la catégorie qui était très peu virulente?
Et je n'ose pas parler de souches très peu virulentes parce qu'en définitive, après 3 mois où on fait le dépistage du virus en Haïti, et je ne comprends pas qu'on n'avait pas pensé à demander à faire une culture, soit au CDC Atlanta ou bien au CAREC à Trinidad. Parce qu'à partir de ce moment-là, on saurait quelle est la souche véritable qui est en Haïti. On pourrait comparer cette souche avec les autres souches que l'on peut retrouver dans les autres pays. D'accord. Et moi, je reste persuadé que le virus agit différemment suivant les endroits où il se retrouve. Et que la situation en Haïti n'est pas différente de ce qui se passe au Sénégal, par exemple, quand on regarde le nombre de cas et le taux de létalité. Et que c'est à peu près la même chose dans la plupart des territoires où la température est de type tropical avec une température moyenne autour de 25 à 26 degrés. Et que on ne peut pas parler de souche peu virulente si on n'a pas la souche de manière à la comparer avec les autres. Bon, alors finalement, docteur Noël, pour terminer, une dernière question. Quelles sont les raisons que vous avez d'être optimiste ou au contraire, quelles sont les raisons que vous avez d'être pessimiste pour l'avenir? Oui, et moi, je ne peux être ni optimiste ni pessimiste et je veux être réaliste. Et nous sommes dans un pays où le virus circule encore et pratiquement toutes les activités sont en train d'être reprises et nous ne sentons pas que les mesures barrières sont encore utilisées et que nous risquons d'avoir des situations en dents de scie où de temps en temps il y a une flambée et à un endroit quelconque. Donc, pour moi, il faudrait continuer avec la sensibilisation pour pouvoir couper, en quelque sorte, réduire la possibilité pour que d'autres personnes en soient touchées, mais si on n'est pas capable de couper complètement la chaîne de transmission. C'est-à-dire faire de la communication comme on l'avait commencé vers la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, pour que les gens puissent comprendre que le coronavirus, c'est pas une course c'est pas une course de sprint, c'est plutôt un marathon. Et qu'en définitive, on ne pourra gagner que dans la mesure où il y a une certaine constance dans les mesures que nous voulons respecter. Bon, cela dit, quand on constate que dans certains endroits du pays, on organise aujourd'hui des car wash parties, ce n'est pas très encourageant. Oui, en définitive, c'est pas très encourageant. Et parce que le problème, c'est que nous avons une population jeune qui probablement chez qui on a eu des cas plutôt bénins. Voilà. Et c'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont complètement invincibles et vis-à-vis du virus. Et pourtant, quand nous regardons les chiffres de mortalité des derniers jours, ça nous fait frémir un petit peu parce qu'on est passé en moins de 3 semaines de 93-94 cas à 139 cas. Ce qui laisse supposer qu'on a eu presque une quarantaine de cas de mortalité environ en 2 à 3 semaines et ce n'était pas le cas avant. Voilà. Bon, écoutez, docteur Noël, il va falloir continuer à suivre l'évolution des choses. Vous nous avez dit, avec beaucoup de sagesse, que vous n'étiez ni optimiste ni pessimiste, mais réaliste. J'espère que vous serez entendu et que surtout la population des jeunes d'Haïti, qui est un peu inconsciente, prendra conscience qu'il faut prendre cette maladie au sérieux et que ce n'est pas une blague
et que ça ne va pas les épargner s'ils ne font pas le minimum. Port du masque, lavage des mains, distanciation, gestes barrières, etc. Oui, on espère bien, Serge, que ceci sera fait et ce sera un avantage pour tout le monde parce qu'en définitive, quand les jeunes peuvent ne pas tomber malades gravement, mais ils risquent de transmettre la maladie à des gens beaucoup plus âgés qui pratiquement ont payé le prix. Absolument. Bien, écoutez, merci infiniment, Dr Noël. Merci de vous être rendu disponible pour nous, pour faire le point sur l'évolution de cette pandémie aujourd'hui en Haïti. Merci encore et bonne fin de journée. Et bonne fin de journée, Serge, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le docteur Ernst Noël, infectiologue, qui faisait le point sur l'état actuel de la pandémie en Haïti. Elle progresse et dans le même temps, il y a toute une partie de la population qui semble ne pas prendre au sérieux cette pandémie et qui agit de manière tout à fait irresponsable. Respecter la pandémie, ce n'est pas une blague. Ça risque de s'aggraver encore. Évitons cela au pays. Merci d'avance.